Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir ces universitaires, tous enseignants-chercheurs dans les universités publiques du pays pour parler des conclusions des assises nationales pour la refondation. Avec nos invités qui sont ici sur ce plateau, nous allons parler de l'organisation matérielle des assises nationales, mais aussi nous allons évoquer les différents débats qui se sont tenus sur plusieurs thématiques et qui ont caractérisé les travaux des assises nationales pour tirer des enseignements. Nos invités sont professeur Rabani Adamou, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Professeur Fatima Mayaki, enseignante-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur Aïchatou Assouman, maître de conférence, directrice générale de la recherche et de l'innovation technologique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique. Et docteur Mahamadou Bahari, maître de conférence, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons analyser ensemble les travaux des assises nationales pour la refondation pour recueillir les sentiments des universitaires que vous êtes sur cet événement de portée nationale. Quelle appréciation faites-vous des travaux des assises nationales pour la refondation? Quelle est votre perception des thématiques discutées lors des travaux de ces assises? Que vous inspirent les conclusions issues des travaux de ces assises? Quel est enfin votre sentiment sur le rapport final qui vient d'être transmis aux autorités compétentes? Ce sont là plusieurs interrogations qui feront l'objet de notre débat. Et pour commencer cette première question, comment les universitaires ont accueilli les travaux des assises nationales pour la refondation? Professeur Rabani, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Mais avant, cette question d'actualité, vous avez tous suivi à l'issue de la remise du rapport final du document des assises et les propos du chef de l'État et les réactions qui se sont suivies, où les gens, quand le président a parlé de pardon et de l'oubli, les gens ont commenté autrement alors qu'il ne s'agit ni plus ni moins que du contexte du Ramadan dans lequel on vit. C'est pour ça que le président a tenu ses propos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur Rabani Adamou. Voilà, merci beaucoup, monsieur Tchemogo. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette initiative du grand débat et aussi remercier la RTN. Je pense, comme vous l'avez dit, nous sommes des musulmans. Voilà. Et dans le cadre du mois de Ramadan, on dit que c'est un mois de pardon. De pardon. Et je pense qu'il faut mesurer le message du chef de l'État dans ce contexte-là. Et pour le reste, celui qui fait du mal à quelqu'un, je pense c'est entre lui et la personne. Et c'est à celui à qui on a fait du mal, c'est à lui qu'on doit demander pardon. Donc je pense que c'est un message qui rentre dans la compréhension globale, en tout cas des pardons que tous les musulmans demandent à l'occasion du mois de Ramadan. Merci pour ça. Oui, Fatima, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces propos du chef de l'État qui ont été commentés? On a vu les réactions sur les réseaux sociaux où les gens ont mal pris ce que le chef de l'État a dit alors qu'il ne parle ni plus ni moins du pardon pendant ce mois de Ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que psychologue, c'est ça? Oui, vous êtes psychologue, madame. Oui. Voilà. Bonjour, monsieur Tchemogo, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à nos collègues qui sont ici avec moi. Il faut dire que les propos du chef de l'État ont eu cette réaction à cause d'un contexte qui est là. D'accord. Oui, hyper stressés les Nigériens, voilà qu'ils ont beaucoup d'attentes vis-à-vis du chef de l'État. C'est ça. Beaucoup d'attentes. Peut-être on a chargé le chef de l'État au-delà de ce qu'il peut prendre. Voilà. Donc, du coup, quand ils entendent pardon, le jour où on amène les conclusions des assises, le rapport final. Le rapport final, automatiquement, ils pensent que c'est par rapport au rapport. D'accord. Ce qui ne l'est pas. Maintenant, c'est à vous, les journalistes, de contextualiser et de dire voilà le contexte dans lequel le chef de l'État s'est exprimé. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Voilà. Donc, il faudra que les journalistes s'approprient cela et expliquent au peuple
que le chef de l'État reste à l'écoute de tout ce qu'ils ont dit, de tout ce qu'ils ont écrit. La notion du pardon, elle est indépendante des conclusions des assises. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. D'accord. Merci. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que le chef de l'État a dit et qui a été mal interprété par nos concitoyens, parce qu'on est quand même dans le mois de Ramadan où, on le sait, chacun demande excuse ou pardon à son prochain pour tout ce qui a été fait durant toute l'année. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre commentaire? Monsieur Tchemogo. Bonjour à mes collègues, bonjour aux autorités de notre pays et je salue également tous les téléspectateurs. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, je pense que les deux premiers intervenants ont déjà dit ce qu'il y a à dire sur la question. Tout à fait. C'est juste que le contexte peut-être a fait que la parole du président du CNSP a été comprise autrement. Autrement, bien sûr. Autrement, alors qu'on est juste en début du mois de Ramadan. Tout à fait. C'est juste une coïncidence qui a fait que on est aussi au lendemain de la remise officielle du rapport des assises nationales. Donc, c'est juste que il faut que les Nigériennes ne soient pas aussi sur la défensive et n'essaient pas d'interpréter et de ramener tout ce qui se dit, surtout si c'est dit par les autorités et surtout si c'est dit par le chef de l'État. Il ne faut pas qu'il ramène tout ça là au même sujet que nous connaissons. On est dans le mois de Ramadan. Le pardon, on se demande pardon tout le temps, on se demande pardon. Dès que le Ramadan, en bon musulman, dès que le Ramadan s'annonce, les gens se demandent pardon. Donc c'est juste dans ce contexte qu'il a dit. Tout à fait. Et comme l'a dit professeur Mayaki, c'est peut-être à nous tous, vos invités, d'essayer de replacer les choses dans leur contexte, mais c'est surtout à vous les journalistes, de clarifier les choses pour que les jeunes ne soient pas vraiment sur la défensive et n'interprètent autrement les interventions de tout un chacun d'ailleurs et surtout du président du CNSP. Merci docteur. Merci. Oui, docteur Bari. Merci. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Merci monsieur Abdoulaye Kemogo. Merci pour cette occasion que vous nous donnez quand même de venir nous exprimer sur ce plateau. De par tout le monde, en fait, je remercie également tous nos téléspectateurs. D'accord. Relativement à cette question que vous venez de nous poser. Oui, c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité tout à l'heure. Alors, vraiment, pour comprendre ce passage dans l'allocution du chef de l'État, il fallait le contextualiser. Parce que, c'est-à-dire, il vous souviendra que le 20, à la clôture des assises, tout à fait. Et sachant que le Ramadan, c'est dans quelques jours, oui, tout à fait. Dans son allocution, il a quand même invité les Nigériens à mieux se préparer pour ce mois de carême. Tout à fait. Moi, je comprends ce message du président du chef de l'État. Voilà, du chef de l'État. Le jour de la remise du rapport final des travaux des assises comme étant juste un complément de son message pour dire écoutez, la dernière fois je ne vous ai pas appelé au pardon, mais cette fois-ci voilà, parce qu'on est en plein mois de Ramadan. Voilà, donc c'est vraiment une situation, c'est-à-dire c'est vraiment une expression qui vient à point nommé pendant le mois de Ramadan. D'accord. Pour revenir un peu sur comme ce que l'ont dit mes prédécesseurs, nous avons toujours suivi avec intérêt sur les ondes de la RTN. Au lendemain d'un discours du chef de l'État, il y a toujours une chronique qui passe pour élucider un commentaire qui vient élucider et attirer l'attention des téléspectateurs sur ce qui a été concrètement dit. Sur ce qui a été concrètement dit et fixé pour que le message soit compris maintenant pour tous. Alors cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Peut-être ce commentaire de la part des journalistes que vous aurait dû encore compenser pour qu'il y ait... Ça, on est d'accord. Voilà, merci. D'accord, voilà merci. On va avancer. Comment, je disais tout à l'heure, comment les universitaires ont accueilli les travaux des assises nationales pour la refondation, professeur Ravani, puisque vous étiez tous à ces assises. Oui, et effectivement, nous étions au niveau des assises.
et les universités, en tout cas publiques du Niger, ont bien accueilli, en tout cas, ces assises-là. Mais tout d'abord, je voudrais vraiment parler de l'organisation, c'est-à-dire féliciter, en tout cas, les organisateurs pour la cohérence qu'on a observée dans l'organisation, mais aussi dans la préparation. J'ai aussi remarqué donc le caractère inclusif dans la participation au niveau des assises, parce que toutes les couches socio-professionnelles du Niger se sont retrouvées dans ces assises-là. Et mieux, ce sont ces couches qui ont librement choisi leur représentation. Un autre élément aussi qu'il faut aussi saluer, c'est la liberté, en tout cas, d'expression dans les débats, dans les salles. Et je pense que le chef de l'État, dès son intervention au niveau donc de l'ouverture, a clairement dit les choses. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas d'interférence, et que chacun est libre de dire ce qu'il a à dire. Il doit avoir juste une claire conscience donc de ses responsabilités face à Dieu, face aux hommes et face à l'histoire. Une fois que cela est dit, je pense que, en tout cas, tous les participants se sont sentis à l'aise pour travailler et pour vraiment traiter des questions qui sont posées. D'accord. Voilà. Merci, professeur Van. Professeur Fatima, qu'est-ce que vous allez ajouter? Comment les universités ont accueilli les travaux des assises nationales pour la refondation? Déjà, il faut dire que les universitaires attendaient ces travaux. Ils attendaient ces travaux. Ils attendaient ces travaux. Le chef de l'État avait annoncé justement qu'il y aura des assises. Bien sûr. Et nous, on a trouvé que le temps était long. Quand les assises ont été annoncées, c'est quand même arrivé. Voilà. Et vraiment, nous sommes très contents de ce qui s'est passé. Quant à l'organisation, quant à comment ça s'est passé, les universitaires, en tout cas, nous sommes contents. Nous sommes d'accord avec ce qui s'est passé. Quand vous prenez l'organisation, il faut voir autant de monde. Venus de toutes les contrées du pays. 716 participants. De toutes les couches socio-professionnelles, et ça s'est passé dans l'ordre et dans la discipline. Sauf quelques chahuts que vous connaissez, M. Ablaoui, ça qui n'ont pas manqué, mais cela n'a rien enlevé au charme et à la consistance des débats. C'était juste, voilà. Donc vraiment, je félicite le comité d'organisation. Je félicite le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a mis tous les moyens pour réussir ces assises. Et aussi ceux qui ont participé, leur hauteur d'esprit. Ils ont pris à la lettre ce que le chef de l'État a dit, discuter sans aucune contrainte. Dites ce que vous avez envie de dire. Parce que pour refonder le Niger, il faut qu'on sache. Il faut que tout le monde dise ce qu'il a sur le cœur. Voilà. Donc moi, je pense que ça s'est très bien passé. D'accord. Sans problème. Sans problème. Merci, professeur Fatima. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter à Echetou? Oui. Donc, un regard en tant qu'universitaire, d'abord sur l'organisation des assises et la tenue des assises. Comme elle l'a dit, ces assises, les universitaires l'attendaient. On s'est préparé conséquemment. Le professeur n'a peut-être pas encore parlé de ça, je suis sûr qu'il va en parler. D'accord. On a, sous instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, et sous le lead de l'université Abou-Moumouni, quand il était recteur, professeur Rabani, on a mobilisé des groupes de travail sur des thématiques bien ciblées qui sont prioritaires pour le développement socio-économique du Niger. Absolument. Donc, on a voulu apporter notre contribution scientifique. Notre contribution scientifique, on a réfléchi vraiment sur ces domaines qui ont été identifiés comme prioritaires. Et on a travaillé. On a consolidé les résultats de nos travaux dans un document. Et le recteur, je parle sous son contrôle, a remis officiellement ce document au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Et le ministre a remis acquis de droit. Donc, c'est pour vous dire qu'on était prêt, on s'est préparé et on était prêt. À contribuer vraiment efficacement dans les assises nationales. Donc, on a essayé, nous qui avons représenté l'enseignement supérieur au niveau des assises nationales, chacun en ce qui le concerne, suivant son domaine, on a, dans les sous-commissions dans lesquelles on a participé, on a essayé à chaque fois de reverser ces contributions. Parce que c'est des contributions que nous savons que nous pouvons
être aptes à aider dans leur mise en œuvre. C'est pour ça qu'on les a proposés et la plupart ont été prises en compte dans le rapport final. Voilà. Donc, par rapport maintenant à l'organisation et à la tenue des assises nationales, la démarche, pour avoir un regard déjà scientifique de la démarche, je dirais qu'elle est inclusive, c'est à saluer. Il y a eu des assises au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau de la diaspora. Et les conclusions ont servi de base pour les discussions au niveau des assises nationales. D'accord. Ce qui est fait, peut-être qu'on a pris juste 5 jours, hein, parce qu'il faut préciser que ces assises, on dirait que 5 jours. Mais ça a été efficace. S'il n'y a pas eu cette préparation en amont, peut-être qu'on n'aurait pas dû arrêter les 5 jours. C'est sûr. On n'aura pas pu tenir toutes ces activités dans 5 jours. Donc, je disais que la préparation de ces assises et maintenant le fait qu'on utilise ces conclusions comme support de travail en plénière au niveau des sous-commissions fait qu'on a, nous, en tant que scientifiques, l'impression que l'échantillon qu'on a utilisé pour donner leurs idées, leurs avis, est représentatif, hautement représentatif du peuple nigérien. Et même après ça, pendant les assises et après les assises, l'occasion a été donnée à tout Nigérien qui le souhaite de donner ses contributions. De donner ses contributions. Donc, la démarche, elle est vraiment totalement inclusive et cela est à saluer. Voilà. Et donc, pendant les assises, c'est vrai qu'on est parti d'une démarche aussi que je peux qualifier de scientifique parce qu'on est parti de diagnostic du problème en fonction de la sous-thématique. Tout à fait. Ensuite, on a discuté pour dégager, proposer des solutions et formuler des recommandations. Les débats ont été par moments houleux, comme elle l'a dit. C'est normal parce que vu la grande diversité des participants, et c'est normal. Mais ce qui est important, c'est qu'on finit toujours par s'accorder, vu que nous visons le même objectif, qui est de refonder notre système national. Voilà. Docteur, parlant de la contribution de l'université, on peut dire que c'est la première fois que l'université a eu à faire ce travail de contribution ou bien par le passé il y a eu ça. Parce qu'on a vu, vous avez fait un travail de base avec toutes ces thématiques que vous avez versées pour pouvoir réussir ces assises. Est-ce que c'est la première fois que ça s'est passé à l'université? Moi, j'ai coordonné un groupe thématique. J'ai coordonné le groupe thématique sur l'eau, l'environnement et le changement climatique. Et il y avait 16, monsieur le recteur, 15 groupes thématiques. J'ai eu l'occasion de voir ces thématiques. Ça, je peux vous le dire. J'ai vu ces thématiques, moi. Donc, je veux dire, l'organisation dans cette ampleur, je dirais que c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Et il n'y a pas que l'université Abdou Moumouni qui a été impliquée. C'est vrai qu'il a initié l'action, mais toutes les 8 universités ont contribué. Du pays ont contribué. Voilà. Donc c'est vraiment un travail universitaire qui a aussi été inclusif. Et c'est la première fois. Oui. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose avant de donner la parole à Barry? Allez-y, monsieur le recteur. Effectivement, c'est un travail d'envergure. Chaque fois, lorsque l'université est sollicitée, notamment l'université Abdou Moumouni, donc il y a des contributions que nous arrivons à donner. Je pense qu'il y a eu antérieurement 2 contributions dont j'ai souvenance, mais en termes de taille, en termes, en tout cas, d'envergure, c'est la toute première fois. Parce que les autorités universitaires, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, ont été saisies depuis le mois d'août 2023. Et donc, pratiquement pendant 1 an, donc, les universités ont travaillé sur 15 thématiques qui ont été regroupées sur 4 axes. Donc, ces thématiques-là sont passées, en tout cas, par les filtres d'évaluation scientifique et ensuite, on les a exposées, présentées à la société qui a eu aussi à donner son mot à dire avant donc de valider définitivement ces documents et de les mettre à la disposition des autorités. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, docteur War, qu'est-ce que vous allez ajouter? Comment les universitaires ont accueilli les travaux des assises nationales pour leur fondation? Alors, permettez-moi, monsieur Abdoulaye, déjà je vois les éléments de réponse pour cette question à 2 niveaux. Ok, d'accord. Il faut noter que les universités nationales qui sont installées dans les différentes régions ont activement participé
participé déjà aux travaux des assises régionales. Et certains même universitaires ont été des responsables dans les différentes dans la présidence des différentes commissions. Et ce qui n'a pas... Donc ça, c'est déjà un premier niveau de la participation des universitaires dans la préparation même déjà de ces assises régionales avant les assises nationales. Le deuxième volet, le deuxième aspect que je vois, c'est à travers le ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, qui, comme il l'a dit, depuis août 2023, au cours d'une réunion des cadres, a eu à poser un certain nombre de diagnostics qui assaillent l'enseignement supérieur, qui est quand même un domaine assez transversal, et qui touche pratiquement tous les différents aspects du développement de ce pays. À l'issue de ces assises de cadres, déjà du ministère de l'Enseignement supérieur, qui regroupe toutes les autres universités également, et les différentes composantes, un diagnostic a été fait, qui est compilé dans des documents stratégiques, donc des politiques, et qui fait en sorte que ces documents ont été élaborés dans l'optique déjà de poser un diagnostic avec des perspectives, avec des pistes de solutions, pour mieux les reverser au niveau de ces assises. Donc, les universités publiques du Niger, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est le ministère de tutelle, se sont vraiment préparés pour ces assises-là qui ont été très tôt, donc qui ont été déjà annoncées, comme vous le savez, au lendemain de ces assises par le chef de l'État, président du CNSP. Donc, de l'autre côté, du point de vue de l'organisation, vraiment, nous tous, nous sommes tous unanimes que l'inclusivité a prévalu pendant ces travaux. Il y a eu du miracle. Pourquoi je dis il y a eu du miracle? Parce que organiser un tel événement avec autant de participants en si peu de temps, alors ça, vraiment, ça c'est vraiment mettre à l'actif du comité d'organisation, mais également à tous ceux qui ont animé, les petits quoi qu'il y a ça et là, donc ça ne manque pas. Et vraiment, voilà un peu ce que je peux dire des préparatifs de ces assises du côté des universités nationales, donc au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, mais également au niveau des comités techniques. La démarche vraiment était une première. La démarche était une première et surtout cet aspect inclusif, comme mes prédécesseurs l'ont vraiment relaté. Et pour nous, vraiment, c'était un fait historique. Parce que pour nous, c'est vraiment un fait historique de participer à ces assises-là. Très bien. Voilà, merci vraiment. Docteur, vous avez dit qu'il y a eu cette réunion des cadres au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour pouvoir préparer ces thématiques. Et qu'est-ce qui a changé pour arriver à ça? Parce qu'on sait qu'avant, et ça on a reproché aux universitaires, qu'il y a eu des questions nationales sur lesquelles les universitaires doivent intervenir, mais souvent ils sont dans un silence assourdissant, on ne les entend pas. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on arrive à ça aujourd'hui? Alors, parce que beaucoup de fois on vous a reproché sur des questions nationales où vous devrez intervenir, vous ne le faites pas. Vous êtes dans un silence. Et aujourd'hui, vous sortez des bois pour dire, et puis maintenant vous préparez cette... Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Ce qui a changé fondamentalement pour moi, donc, selon moi, parce qu'il faut toujours savoir quel est le niveau avec lequel le politique ou les dirigeants considèrent l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que lorsque dans un régime ou dans une situation, vous n'êtes pas du tout consulté. Vous n'êtes pas du tout consulté. Il va de soi que vous allez croiser les bras ou l'écrire. Ou l'écrire. Parce que de toutes les façons, les enseignants-chercheurs et chercheurs continuent d'écrire. Et ils publient. Alors, est-ce que je suis intéressé pour aller chercher, voir ce qu'ils ont écrit afin que je m'en approprie et pour pouvoir trouver quelques pistes de pollution, donc quelques pistes de solutions. Et vraiment, les universitaires ont vu en cette période-là de refondation, où on parle vraiment de changement. Ils sont consultés. Ils sont consultés et c'est l'occasion également de dire... Ce qui a manqué par le passé. Ce qui a manqué par le passé. Avec tous les régimes qui sont succédés. Je pose la question. Avec tous les régimes qui sont succédés. La plupart... Je pose la question. En fait, tous les gouvernements qui sont succédés. La plupart des... Vous allez réagir, professeur Rabani. La plupart des régimes qui se sont succédés, c'est pas que l'enseignement supérieur et la recherche ne sont pas pris en compte, mais les résultats de recherche n'ont pas été le plus souvent, c'est-à-dire les résultats de recherche ne sont pas pleinement
utilisé. Ok. Voilà. D'accord. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et il a fallu l'arrivée du CNSP pour comprendre. L'arrivée du CNSP vraiment donne une lueur d'espoir. L'enseignement supérieur a eu à faire un travail pour reverser vraiment à l'échelle nationale. D'accord. Voilà. C'est pas, je pose cette question aussi, c'est pas un paradoxe que ce soit les militaires qui font ça, alors qu'on a vu ces intellectuels qui sont sortis des grandes écoles qui ont dirigé le gouvernement et que ce soit avec les militaires. Je demande. À travers les... C'est pas un paradoxe que ce soit les militaires quand même qui pensent à ça? Moi, je fais partie de ceux qui croient, pendant toujours les régimes militaires, il y a eu toujours des meilleures choses qui ont fait avancer ce pays. Les civils, hein? Que les civils qui ont fait avancer ces choses-là. Parce que pendant les civils, ce ne sont que des guéguerres, des clans de ceci, de cela, qui ont prévalu et qui ont amené le Niger dans la situation aujourd'hui. Merci. Vous voulez réagir, Raman, parce que je vois... Allez-y. Je voudrais réagir en tant que quand même ancien responsable de ces universités-là. D'accord. Je pense que les universités ont été toujours dans leur mission. Parce que notre mission, c'est la formation, c'est la recherche, donc production de connaissances, production de savoir-faire qu'on met à la disposition, en tout cas, de la société. D'accord. Et il se trouve que, très souvent, comme ils l'ont dit, lorsqu'il y a des problèmes, en tout cas dans tout pays où il y a un leadership assumé, c'est que l'on se réfère à l'université pour demander qu'est-ce que vous pensez de ce problème. Tout à fait. Et donc, cette démarche a été effectuée, je pense, une fois avec le président Tanja pendant la rébellion, qui avait demandé... Qui est aussi un ancien militaire, hein? En tout cas... oui, je dois le dire. C'est aussi un ancien militaire. Oui, ancien militaire, mais il est parti en tant que civil. En tout cas, il est ancien militaire. Donc, le président Tanja a demandé, proposez-moi quelque chose. Donc, l'université Abdou Moumouni a fait une réflexion et on a en tout cas soumis un document qui a été utilisé dans le règlement donc, de ce problème. Et dernièrement aussi, lorsque le CNSP est arrivé, donc après... la déclaration sur l'organisation des assises, automatiquement, le ministère de l'Enseignement supérieur a saisi les universités pour dire « Ok, vous connaissez en tout cas mieux que quiconque, parce que votre travail, c'est la réflexion, donc les problématiques de ce pays-là. Et proposez-nous, faire le diagnostic et proposez-nous les solutions. » Voilà pourquoi les universités, en tout cas publiques du Niger, se sont réunies, ont proposé 15 thématiques qu'ils ont regroupées sur 4 axes et en tout cas détaillées, et le document a été versé au niveau des contributions, donc des assises. Je voudrais revenir vraiment sur le caractère scientifique de la démarche de l'organisation. Parce que quand on regarde juste la petite durée des assises, 5 jours, l'on oublie tout ce qui a été fait derrière. Je disais, l'annonce des assises, c'est depuis août 2023. Bien sûr. Et depuis août 2023, il y a eu des assises dans les régions. Donc, des contributions ont été effectuées et ces contributions-là sont remontées au niveau national. Il n'y a pas eu que seulement les contributions dans les régions. On a demandé aussi à tous les corps organisés, notamment les universités, notamment les ONG, les associations, la diaspora, à faire leurs contributions. Donc l'ensemble de ces contributions-là ont été compilées et c'est de là qu'est ressortie la substance qui a été utilisée pendant les assises. Donc voilà pourquoi je parle vraiment de cohérence et de démarche scientifique. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement, professeur Maïki? Rapidement, monsieur Tchemogo. C'est pour souligner que les universitaires, enseignants, chercheurs et chercheurs ont toujours contribué d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne sont pas sollicités, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est chaque année des centaines et des centaines d'articles que nous écrivons sur tous les problèmes de la nation, du pays. Que ce soit des sciences mathématiques jusqu'à la philosophie, donc les deux extrêmes, en matière de réflexion. Nous contribuons, mais nous ne sommes pas sollicités. Pourquoi aujourd'hui? Mais nous avons été sollicités. Bien sûr. Nous avons même à un certain moment, vous en êtes témoin, monsieur Ablaye, été combattus. Mais quand quelqu'un vous combat et quelqu'un dont vous savez qu'en termes de force, il est vraiment... Il a plus de force que vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout à fait. Ben, on s'est replié dans nos universités. Maintenant, nous avons été sollicités, notamment par notre
autorité de tutelle. Oui, et vous avez sorti, hein? Et nous avons pris conscience aussi, on a dit refondation. Ouais. Donc il faut reformer en profondeur. Nous-mêmes, nous voulons aussi participer à cette refondation du Niger. Non. Pour participer, il faut donner des pistes de solutions. Bien sûr. Pour participer, il faut sortir, comme vous avez dit, des bois où on était obligé. Voilà. On était obligé de rester. Ouais. Dans les bois. On était obligé. À un moment. À un moment, oui, on était obligé. Devant la force, hein? Oui, plus de 2 ans. Ça a été extrêmement difficile et pour nous et pour nos étudiants. À un moment donné, même on se demandait pourquoi ne pas fermer les universités publiques et que chacun d'entre nous aille chercher ailleurs. D'accord. Voilà. Merci, c'est bien de porter cette précision. On va avancer. Hein? Votre commentaire à présent sur les différentes thématiques discutées lors des travaux des assises nationales. Oui, Monsieur Tchemogo, je disais que ces thématiques-là découlent en tout cas de l'analyse et de la digestion des différentes contributions. D'accord, des universités. Des universités, mais aussi des régions et des corps organisés. Je précise, il y a quand même 5 thématiques qui ont été retenues à l'occasion de ces assises. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces thématiques? Ces thématiques-là, quand vous regardez, ce sont des thématiques qui sont en tout cas centrées sur les priorités de notre pays. Quand vous regardez la première thématique qui est paix, sécurité, réconciliation et cohésion nationale, bien sûr. Donc il n'y a vraiment pas de question à se poser. Le besoin y est. Quand vous regardez la deuxième thématique qui est la refondation de l'État et des institutions, là aussi nous sommes dans une situation de crise. L'État est en situation de crise. À un certain moment, nous avons pensé que, en tout cas, les élections et la manière dont nous concevons la démocratie pouvaient régler les choses. Mais on s'est rendu compte, après 30 ans, que grâce à des intolérances et à une malcompréhension, en tout cas, de la démocratie au niveau des acteurs, des différents acteurs, donc, il était temps, en tout cas, de réfléchir pour voir sur quelle direction il faut aller désormais. Donc, la troisième thématique qui est la thématique de l'économie et du développement, quand vous connaissez la situation, en tout cas, de notre pays, quand vous connaissez aussi les ressources naturelles dont nous disposons, donc il est temps, en tout cas, donc, d'approfondir donc cette thématique et de trouver des solutions. Le dernier, je pense, c'est sur notre positionnement au plan sous-régional, régional et international, c'est-à-dire les enjeux diplomatiques. Il est important de voir comment nous devons nous positionner, de voir quelle est la nouvelle carte, en tout cas diplomatique qu'il faut développer. Donc je pense que toutes ces thématiques-là sont des thématiques en tout cas valables et valides et qui ont été détaillées lors de ces assises. D'accord. Professeur, je veux quand même aussi profiter en tant qu'universitaire. Quels sont les points qui, en tant qu'universitaire, qui vous ont paru les plus importants parmi ces thématiques? Parce que vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces thématiques? Parce que je sais qu'il y a cette question du mandat, de la refondation, dont les gens ont demandé que ça soit 5 ans renouvelable en fonction des conditions sur le terrain, conditions sécuritaires. Il y a cette question aussi de dissolution des partis politiques qui fait débat. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, que vous en pensez par rapport à toutes ces questions? Je pense que, en tout cas, les participants se sont prononcés. J'ai personnellement assisté aux travaux de la commission économie et développement durable. Et dans cette thématique-là, nous avons identifié des secteurs clés, comme par exemple l'agriculture. Oui, bien sûr. Quand nous savons que au Niger, l'agriculture est à hauteur de 45% du PIB, et que c'est une agriculture de subsistance, il y a question à se poser. Tout à fait. Donc les participants ont mené une réflexion pour voir en tout cas comment booster le secteur de l'agriculture, aller vers une certaine souveraineté, mais aussi sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'autre élément qu'on a aussi débattu, c'est par rapport aux ressources naturelles. Le Niger a énormément de ressources naturelles, mais pratiquement des ressources naturelles qui ne nous apportent pas grand-chose parce que bradées. Et donc, je pense que désormais, en tout cas lors des assises, des directives ont été données pour que nous puissions en tout cas profiter de ces ressources et qu'ils soient un levier, en tout cas, du développement de notre pays.
Ça, on a vu, le CNSP a déjà donné le top depuis son arrivée par rapport à cette question précise des ressources naturelles. Et on le voit chaque jour avec des décisions qui sont prises pour sécuriser nos ressources naturelles. Effectivement. Voilà, effectivement. Il y a vraiment des décisions qui sont prises dans le secteur, parce que quand vous prenez le secteur de l'uranium, par tradition, cette ressource, c'est comme si ce n'est pas une ressource du Niger. De la manière dont c'est exploité, ça ne profite pas du tout au Niger. Parce que si le Niger prenait juste les taxes ici de Areva ou de Orano, ça allait être beaucoup plus profitable que la part du Niger. Du Niger, tout à fait. Donc la partie importante, c'est comme si nous avons donné notre uranium à la France, à Orano, à Areva. Et même les taxes sont exonérées. Donc ça, c'est un problème énorme, sans compter aussi le niveau de dégradation de l'environnement et l'exposition de la santé des populations. Donc c'est vraiment des éléments majeurs. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises là-dessus. Et par rapport aux autres mesures, je pense que il y a des réflexions qui ont été, en tout cas, conduites lors des assises sur la durée de la transition. Voilà, de la transition. Le président, le chef de l'État a dit réfléchissez, proposez des solutions, des priorités et revenez vers moi pour les porter. Il n'a pas dit 5 ans, il n'a pas donné de date. Bien sûr. Les participants ont jugé, en tout cas, utile. Donc, au regard du planning par rapport à la refondation de données qui sera fait, qui sera fait, qui sera fait, donc de donner 5 ans. Et je pense que peut-être que ça va être suffisant ou pas suffisant, mais il y a un travail préalable à faire. Les rapports des assises doivent être transformés en documents opérationnels pour la mise en œuvre. Et ce n'est qu'une fois que ces éléments-là, le rapport est transformé en document opérationnel, qu'on saura exactement la durée que cela peut prendre pour nous amener en tout cas à relever la tête. Parce que pour le moment, en tout cas, on a la tête baissée. Et donc, il faut créer les conditions pour que nous arrivions en tout cas à relever la tête. D'accord. Et pour finir sur cette question de dissolution de partis politiques, qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, en tant que démocrate, c'est toujours pénible. C'est toujours pénible. C'est toujours pénible de voir, parce que la dissolution des partis politiques. Mais il faut contextualiser ça. D'accord. Le Niger a eu confiance et s'est tourné à un moment vers la démocratie. Tout à fait. Les partis ont pris le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est de l'intolérance. C'est du gabegie, c'est des détournements à outrance. Et par conséquent, ce qu'on a fait, ce n'est pas de la démocratie. D'accord. Et dans ce genre de contexte où les gens sont arrivés à un certain niveau d'animosité, où juste l'appellation d'un nom de parti politique crée des clivages, je pense que c'est tout à fait normal en tout cas qu'on arrive à cette proposition de dissolution pour remettre les choses à plat et surtout aussi mettre de l'ordre au niveau des partis politiques. Parce que il y en a qui créent les partis politiques juste pour avoir des dividendes, alors qu'il faut être représentatif dans le pays. Donc le fait de réduire et de ramener ça à un nombre en tout cas raisonnable, je ne suis pas pour 2, parce que 2 ça crée l'antagonisme. On a la tradition dans notre pays, mais à un nombre en tout cas raisonnable qui va éviter le clientélisme et qui va permettre de pratiquer la vraie démocratie dans notre pays. Merci, professeur, pour ces explications. Professeur Fatima, un mot sur ces différentes thématiques discutées lors des travaux de ces assises nationales. Parce que vous y étiez aussi, hein? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez entendu? Dans la commission réforme institutionnelle, refondation, réforme institutionnelle. Je pense que c'est par là que tout doit commencer. Oui. Tant qu'on ne change pas, qu'on ne reconstruit pas, qu'on ne part pas sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations, il est difficile de démarrer. D'accord. C'est par là que tout doit commencer, par le changement. Le changement, d'accord. Le changement. Alors là, quand on dit changement, on ne peut pas manger une omelette sans casser des œufs. Tout à fait. Obligé. Ok. Il y en a, ça va faire mal. En Très tout mal cas, si on veut faire un changement, ça risque de faire très mal. Mais il faut que ça fasse mal pour que le Niger avance. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour que le Niger soit le Niger que nous voulons.
un pays prospère, un pays où il fait bon vivre. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est ça. D'abord, refonder les institutions, mais aussi les hommes. Les hommes. Mais aussi les hommes. Oui. On peut les façonner? Oui. Ces hommes-là dont vous parlez, comment on peut les façonner? Les Nigériens, par nature, on dit il a la tête dure. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. En tant que psychologue, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous êtes psychologue, j'insiste. Personne n'a la tête dure. C'est-à-dire il faut seulement savoir la bonne méthode. Ah, ok. D'accord. Oui. Les personnalités sont différentes. Oui, bien sûr. Par conséquent, les approches seront différentes. Mais encore faudrait-il que pour faire le changement, qu'on le confie aux spécialistes. Ah oui, bien sûr. Aux spécialistes. Des changements de comportement. Oui. Voilà. Parce que, comme vous avez dit, le Nigérien a la tête dure. Ah oui, voilà. Il faut d'abord partir de l'éducation à la base. Parce qu'il y a différents types. Maintenant, les enfants qui sont tout jeunes, donc c'est plus facile l'éducation à la base. D'accord. Déjà de commencer à les formater dans le sens qu'on veut du Nigérien nouveau. Nous qui sommes déjà vieux, ben aussi il y a des méthodes. Oui, bien sûr. Voilà, il faut changer. Les médecins doivent changer, les enseignants doivent changer, les journalistes doivent changer, le président de la République doit changer, bien sûr. etc. D'accord. Donc tout ne peut aller que si on fait ce changement. Ce changement, d'accord. Voilà. Et le Nigérien a la tête dure, pourquoi? En fait, c'est par réactance et par réactivité. Parce que cette Vous pouvez expliquer un peu? Oui, cette notion d'injustice sociale que nous tous, de manière consciente ou inconsciente, que nous traînons, fait en sorte que nous refusons quand on nous propose des choses. Tout à fait. Pourquoi est-ce que moi je vais changer alors que l'autre, voilà. Pourquoi est-ce qu'on demande à mon fils de changer alors qu'à l'école, le fils de un tel, il fait ce qu'il veut? Est-ce que vous comprenez? Donc, tant qu'on ne s'inscrit pas dans la logique de la justice sociale, nous aurons la tête dure, c'est par réactance. Ou alors, vous passez, il y a un arbre qui est là, qui a été planté par la mairie. Vous êtes énervé, vous cassez, vous jetez. Et vous continuez. L'arbre ne vous a rien fait. Mais dans votre tête, c'est le symbole de l'État. L'État n'a pas fait ce que vous voulez. En tout cas, les attentes vis-à-vis du peuple. Vous cassez, vous jetez. Inconsciemment, vous avez cassé l'État et vous avancez. D'accord. Vous comprenez un peu la démarche. Voilà. Maintenant, par rapport aux partis politiques dissolution, moi, ça ne me cause pas de problème. Ça ne vous cause pas de problème? Pas du tout. Vous êtes d'accord? Absolument. Maintenant, c'est vrai que la constitution de la 7e République, je crois, a consacré le multipartisme intégral. Oui. On peut envisager un multipartisme modéré. Pourquoi faire 300 partis au Niger? Pourquoi? Oui. Il y a des partis dont on ne connaît même pas. Pour 27 millions ou 26 millions d'habitants. Ok. Si encore ils se partageaient les 27 millions de manière équitable, souvent, ça va. Mais le parti se résume qui votent, à celui qui crée, à sa femme, oui, à ses 3 enfants. Oui. Parfois, son frère est même dans un autre parti, donc un parti qui se résume vraiment à la soupe. C'est un fonds de commerce? Je pose la question. Pour ce que vous venez de dire. C'est même pas un... Quand vous dites un grand frère est dans tel parti, un petit frère est de l'autre parti, ils sont tous de la même famille. Et pourquoi tout ça? Il ne peut pas, parce que quand on n'arrive pas à s'unir déjà dans la famille, comment à l'échelle nationale on peut le faire? En termes de démocratie, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'il y a un manque de sérieux quelque part. Voilà, c'est tout. Oui. Ni plus ni moins. C'est un manque de sérieux quelque part. Et c'est un fonds de commerce. Commerce, vous entendez par les retombées financières, les retombées, bien sûr, parce que économiques. beaucoup de gens disent souvent ces partis politiques, c'est pour de l'argent. C'est pour se faire de l'argent, puisque les gens n'ont aucune fonction, ils n'ont aucun métier. Si c'est pas ça, c'est pas normal. Si c'est pas la politique. Voilà, si c'est pas la politique. Or, la politique ne peut pas être un métier, il faut dire la vérité. Mais ça peut aussi servir juste de couverture. Voilà, ok. Couverture politique. D'accord. À partir du moment où je suis chef d'un parti. Ah oui. Pour éviter... Ah oui, pour éviter ce que vous savez. Certains dossiers. Oui. Puisque souvent aussi c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, voilà. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Très bien. Voilà. Pour se protéger. Pour se protéger, voilà. Donc pour moi, dissoudre les partis, mais d'abord la refondation, justice sociale, changement de comportement. D'accord. Et par rapport au mandat, qu'est-ce que vous dites? Un mot sur le mandat? Le mandat de 5 ans, il est raisonnable. Il est raisonnable. Il est raisonnable. Mais comme l'a dit le professeur Abani, il faut d'abord qu'on sache où on va. Si tous nos problèmes peuvent être réglés en 6 mois, mais donc on n'a pas besoin de 5 ans. Mais si, à l'épreuve de tout ce qu'on a dit aux assises, à l'épreuve de recommandations et de la feuille de route probablement, donc d'application qui sera, on se rend compte que c'est pas possible. Comme j'ai eu à le dire à l'introduction,
ça fait beaucoup de charges pour le président. Ok. Voilà. Donc, 5 ans, c'est raisonnable. Mais ce sera à l'épreuve des faits qu'on va se rendre compte s'il faut diminuer. Parce que c'est une proposition qui a été faite. C'est une proposition, c'est la vérité, c'est une proposition. Voilà. Ok. Voilà. Mais aussi, le pouvoir use. Ouais. Le pouvoir use. Le pouvoir use. D'accord. Il faut aussi que les gens en tiennent compte. En tiennent compte, tout à fait. Quand on s'empâte aussi dans le pouvoir, ah oui, bien sûr. Ça, on l'a vu beaucoup de fois. Hein. Voilà. Merci, professeur Fatima. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette thématique discutée lors des travaux de ces assises nationales? Donc, vous y étiez hein, aussi. Oui. Voilà. Oui. J'ai participé dans les travaux de la commission, la sous-commission numéro 1, paix, sécurité, cohésion sociale, réconciliation nationale. Okay. Voilà, c'était ça. Donc, les 5 thématiques de façon générale, parce que la question concerne les 5 thématiques, est-ce que ces thématiques sont adaptées? Est-ce que, vu le changement que nous visons, est-ce que toutes les questions nécessaires peuvent être abordées à travers ces thématiques? Je dirais oui. Je dirais oui. Parce que quand vous regardez ces thématiques, le professeur Raban les a citées tout à l'heure, vous voyez bien qu'on vise un changement de paradigme. Ouais. Et toutes les réflexions qui ont été faites lors des assises nationales ont permis quand même de faire des propositions claires, pertinentes, concrètes. Vraiment. Et donc, je dirais vraiment que les thématiques abordées sont... c'est des thématiques adaptées, je l'ai dit, et utiles et indispensables. Voilà. C'était vraiment à travers ces thématiques qu'il fallait aborder les questions au niveau des assises nationales. Moi, j'ai surtout retenu des questions en lien avec la recherche scientifique et l'enseignement supérieur. Pourquoi, par exemple, quand je parle d'une des recommandations qui vise une adéquation entre la formation, les ressources, la recherche scientifique et les besoins de développement du pays. Donc, cette recommandation a attiré mon attention. Pourquoi? Parce que on est déjà dans cette dynamique au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. En juillet passé, juillet 2024, nous avons organisé un atelier national d'identification des besoins de recherche scientifique. Parce qu'il y a eu beaucoup de reproches, beaucoup d'indexation par rapport au fait que la recherche scientifique, elle se fait indépendamment des besoins réels du pays. Bon, une partie de la réponse à cette question, elle a été donnée par professeur Rabani, quand il dit qu'à un moment, on a été obligé de se retirer de la scène complètement et de continuer à faire notre travail de recherche et de consigner ça dans des publications scientifiques. Mais sauf que ces publications scientifiques, des fois, elles ne sont pas vraiment accessibles pour qu'elles puissent réellement contribuer dans la mise en œuvre du développement socio-économique du pays. Donc, pour ça, je vous dis, on est déjà dans cette dynamique. On a organisé l'atelier national qui a réuni 32 institutions nationales, dont les 8 UPN, les 8 universités publiques, du pays, plus les ministères sectoriels, plus les organisations paysannes et autres associations des inventeurs innovateurs, pour avoir l'idée de tout le monde. De quoi est-ce que vous avez besoin en termes de résultats de recherche scientifique? Qu'est-ce que vous voulez que nous cherchons? Voilà. Et donc, on a pu aboutir à 5 thématiques identifiées de recherche scientifique, dont sous forme de pôle, de pôle thématique de recherche. Le premier pôle porte sur souveraineté et système alimentaire résilient. Le deuxième pôle concerne l'environnement et l'énergie. Le troisième pôle, c'est tout ce qui est société et culture. Et le quatrième et dernier pôle concerne la santé. Voilà. Et ces 4 pôles thématiques de recherche ont été déclinés en une centaine d'axes de recherche scientifique. Et quand l'État a libéré le fonds d'appui pour le fonds d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, qui est le FARCIT, on est allé puiser les thématiques de recherche pour lancer l'appel à projet. Et on les a puisés dans ces besoins identifiés par tous les acteurs.
tous les acteurs concernés à un titre ou à un autre par la recherche scientifique et l'application de ces résultats dans le développement socio-économique du pays. Donc, je dis qu'on est en phase. C'est pour ça que cette recommandation j'ai vraiment percuté, excusez-moi du terme, sur cette recommandation, parce qu'on est déjà... Vous êtes quand même la directrice de la recherche et de l'innovation, ça, on l'a compris. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Et en plus, il y a une autre recommandation qui concerne la promotion du développement socio-économique et culturel. Et cette recommandation, pourquoi est-ce qu'elle a retenu mon attention? C'est parce que on a élaboré une politique nationale de la recherche scientifique qui n'existait pas. On n'a pas de politique nationale de la recherche scientifique. Il a fallu ce moment-là. Oui, donc on l'a élaboré. Les travaux ont été conduits sous le lead du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Et on a aussi associé tous les acteurs, comme je l'ai dit, qui sont intéressés, qui sont concernés par la recherche et l'application des résultats de la recherche. Voilà. Mais malheureusement, cette politique n'est pas encore adoptée. Elle n'est pas adoptée. Alors que je peux vous dire que son adoption va permettre d'aider concrètement à réaliser cette recommandation. Parce qu'on a décrit clairement dans cette politique comment est-ce que la recherche scientifique peut contribuer réellement, vu notre contexte, nos réalités contextuelles, comment est-ce qu'au Niger, la recherche scientifique peut contribuer au développement socio-économique. Vous savez, M. Tchemogo, tous les pays qui se sont développés, ils sont arrivés grâce au recours à la recherche scientifique. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans la recherche scientifique. Il n'y en a pas. Dans ces pays développés, vous savez, l'investissement conséquent de la recherche scientifique, c'est un indicateur. Un indicateur de quoi? Un indicateur d'une gestion avisée, un indicateur du dynamisme même de la nation. De la nation, d'accord. Voilà. On est dans une phase de notre histoire où il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme, ça vous l'avez dit. Il faut une rupture. Il faut casser. Et s'il faut ça, il faut quoi? Il faut forcément pas éliminer la démocratie, mais dissoudre déjà l'existant qui n'a pas vraiment fait ses preuves. Il n'a pas donné les résultats escomptés. Et les résultats escomptés. Donc, on peut dire que, moi je peux dire personnellement que... c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. De dissoudre les partis politiques. C'est une proposition pour l'instant. C'est une proposition, bien sûr. Mais bon, pour dire que j'adhère. On a dit de dissoudre les partis politiques existants. On n'a pas dit d'éliminer et d'élaborer une nouvelle charte politique. Une nouvelle charte des partis politiques. Donc c'est ça. Donc la proposition, c'est comme ça qu'elle a été définie. C'est pas seulement la dissolution des partis, mais il y a aussi l'autre parti qui propose et voilà, une nouvelle charte de partis politiques, donc qui peut être gérable, qui voilà, quelque chose de raisonnable compte tenu de notre contexte. En se basant sur nos réalités. Sur nos réalités, exactement. C'est ça. Voilà. Maintenant, par rapport à la durée proposée, qui est de 5 ans, renouvelable en fonction, on a dit, de la situation sécuritaire, bien sûr, et aussi de l'agenda de la Confédération de la Bien sûr, AES, tout à fait. C'est correct. C'est correct. C'est correct, c'est normal. C'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi, c'est bien réfléchi. Donc, c'est des résultats issus quand même de 5 groupes thématiques de réflexion. Tout à fait, parce que qui ont travaillé pendant 5 jours. Tous les groupes ont on a convergé tous vers la même proposition. Donc, vu la situation, vu le cahier de charge, le rapport et puis peut-être la charte aussi de la refondation, un minimum de 5 ans est nécessaire. Et bon, il y a l'ouverture qui est là, on dit, qui peut être reconductible en fonction, on a encore posé les conditions de l'évolution de la situation sécuritaire, de l'agenda de l'AES, et voilà, de la mise en œuvre aussi peut-être des recommandations des assises nationales. Tout à fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oui, docteur, donc on vient à vous. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces différentes thématiques qui ont été discutées lors des travaux des assises nationales? Alors, en parlant des thématiques qui ont été vraiment discutées pendant ces assises nationales, je dirais que ce sont des thématiques vraiment qui ont un intérêt national. Elles ont été, c'est-à-dire, elles sont transversales, elles touchent tous les différents secteurs de développement dans ce contexte de refondation. Et c'est vraiment des thématiques qui sont de manière vraiment inclusive pour ne pas aller vers vraiment des définitions des thématiques qui peuvent être souvent corporatistes, et ce sont des thématiques qui ont été vraiment beaucoup plus englobantes, et ce qui a permis quand même aux participants de ces assises de se réorienter et pouvoir participer et apporter leur pierre à l'édifice dans les différents débats. Alors concernant le deuxième item
Donc, de la question que vous avez posée, c'est à propos de la question de la dissolution des partis politiques. Qui fait débat en ce moment. Voilà. Moi, je reviens un peu sur l'intitulé même déjà de... le titre sur la base duquel même les assises... On dit les assises nationales pour la refondation. On est dans une situation de refondation. Il faut tout refonder. Alors, il ne faut pas exclure aussi il faut pas exclure les partis politiques. Il faut tout refonder pour aller une fois pour toutes. D'aucuns l'ont dit lors des travaux, on est à un point de donc à une étape de notre histoire que si on rate, c'est-à-dire ce départ-là, si on rate ce nouveau départ, à ne pas prendre aussi des décisions sur les partis politiques, vraiment on va revenir encore à la case de départ, ce qui n'est pas souhaitable. Le Nigérien d'aujourd'hui a besoin vraiment plus de voir son pays c'est-à-dire partir sur des bonnes bases. Pour l'autre item de la question concernant la durée de la transition, vraiment, la durée de la transition doit être... la proposition qui a été faite, quand même, a été faite sur la base d'un certain nombre de conditions, d'abord à l'interne, mais également il ne faut pas oublier que nous sommes dans un espace confédéral, au sein de l'Alliance des États du Sahel, où nous sommes tenus de nous aligner conformément, avoir des démarches qui sont harmonisées entre les deux, les trois pays de l'espace confédéral, donc au sein de l'Alliance des États du Sahel. Donc les 5 ans, c'est vraiment raisonnable et qui seront réduit, comme elle l'a dit, ou bien augmenté en fonction du cahier de charge de la transition. Mais déjà des exemples que nous pouvons prendre à côté, tout récemment, on peut prendre l'exemple du Ghana, mais l'exemple aussi de la Chine n'est pas revenue à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire en 5 ans. Donc il y a eu vraiment, il y a vraiment des exemples qui peuvent nous servir et les adapter à notre contexte pour vraiment aller et réussir cette refondation dont le peuple nigérien attend beaucoup. Voilà. Merci, docteur. On va avancer. Parlons à présent des conclusions des assises nationales. Qu'en pensent les universitaires de ces conclusions? Et un mot sur ce rapport final qui a été remis au chef de l'État. Quelles sont les attentes pour la refondation? Professeur Amadi. Merci beaucoup. En tout cas, les attentes sont énormes. Et nombreuses voilà. Au niveau des universités. Mais nous sommes confiants parce qu'il y a 2 résultats majeurs qui ne sont pas physiques, donc matériels, que nous participants, nous avons constaté au niveau de ces assises. C'est vraiment l'aspiration de tous les Nigériens à la souveraineté. Ça, c'est vrai. C'est la communion et le sérieux dans le débat. Ça, c'est un résultat tangible et que les gens sont désormais tournés vers un Niger nouveau. Ça, c'est un résultat majeur qu'on a vu. L'autre résultat aussi qui est important, c'est la posture qu'a eu les plus hautes autorités de l'État. Ils sont positionnés en serviteurs. Ils ont dit, proposez ce que vous voulez faire du Niger, nous allons porter. Et donc, je pense qu'une fois que cela est dit, il revient aux Nigériens de mettre la balle à terre, de réfléchir et de faire des propositions solides. Et j'ai vu des propositions solides dans le rapport. J'ai vu un diagnostic solide dans le rapport. J'ai vu des recommandations aussi, en tout cas, pertinentes dans le rapport. Mais le chef de l'État l'a dit, c'est un document certainement qui va nécessiter à être enrichi. Parce que nous savons au Niger, nous sommes experts en termes de diagnostic, en termes de propositions, même de développement de politique. Mais dans la mise en œuvre, nous avons eu toujours des difficultés par rapport, par exemple, aux autres pays. Donc, voilà pourquoi ce document très riche-là, il faut rapidement le traduire en document opérationnel. Ça peut être un plan opérationnel d'émergence ou bien un plan opérationnel de la refondation ou pacte de la refondation. Et maintenant, à partir de ce plan-là, le développer en plan stratégique et en plan opérationnel par rapport aux différentes priorités qu'on a identifiées.
L'une des priorités, en tout cas que j'ai en tête, nous savons la sécurité, rien ne peut se faire sans la sécurité. Donc il est important en tout cas de travailler par rapport à la sécurité, à ramener la sécurité. Mais un élément majeur que nous ne devons pas perdre de vue, la directrice l'a dit, c'est par rapport à l'éducation. C'est par rapport à la formation. C'est par rapport à la production de connaissances et le transfert de savoir. C'est le socle de tout développement. C'est le socle qui va permettre à ce qu'un développement soit aussi durable, de toute transformation. Il n'existe aucun pays au monde qui a eu à se transformer et à se développer sans investir dans l'éducation. D'ailleurs, on ne peut même pas penser de développement sans atteindre le niveau le plus élevé déjà de l'alphabétisation. Nous sommes derrière. Ensuite, la formation, le développement de la recherche et la valorisation des résultats de la recherche. Ça coûte, effectivement, quand on est dans un pays où tout est prioritaire. Quand on regarde que ça, c'est du moyen et long investissement, on hésite. Mais quand on veut résoudre les problèmes d'un pays, il faut nécessairement aller vers l'éducation, vers la formation. Autrement, on va juste régler le problème et ça va bondir le lendemain. Donc, ça, vraiment, c'est un élément majeur que j'ai constaté. J'ai constaté aussi au niveau du secteur de l'agriculture qui est revenu. Donc, c'est des secteurs qu'il faut carrément transformer en plan stratégique. Et pas juste en termes de déclaration de volonté, mais un plan stratégique et opérationnel avec des actions claires, définies, avec un budget. On a prévu 5 ans. Pour les 5 ans, pour en tout cas ces sections prioritaires-là, il faut allouer un budget, en tout cas pas moins de, si on considère 3 000 milliards par an, fois 5, pas moins de 15 000 milliards, au moins pour pouvoir booster ces secteurs-là. Donc c'est ça l'attente après ces assises. Il ne faut pas qu'on reste dans l'habitude, on a un document qui ne sera pas du tout exploitable. Il faut le transformer en document exploitable et comme ça avec des indicateurs de suivi et des institutions claires capables de suivre. Et pour les institutions de suivi, il ne faut pas se dire juste les institutions politiques. Il faut des institutions dans tous les pays qui planifient leur développement. Parce que nous avons l'habitude de courir derrière les problèmes. Non, il ne faut pas courir, il faut prévoir aussi pour pouvoir résoudre. Donc, il faut des instituts d'études stratégiques et de prospective qui va regarder les problèmes du moment, anticiper sur les problèmes et envisager tous les domaines possibles. Et donc, si notre pays veut réellement avancer et aller, en tout cas, vers l'émergence, vers le développement, il faut aller dans ces directions. Merci, professeur Obari. Vraiment, merci. Oui, professeur Fatima. Qu'est-ce que vous allez dire sur les conclusions des assises nationales et un mot sur ce rapport final qui a été remis aux autorités? Quelles sont les attentes pour cette refondation? Les conclusions ont été complètes. Complètes? Oui, on a fait le tour de tous les problèmes du Niger. Du problème individuel au niveau des individus au problème de la nation, du groupe, de la communauté, de la nation. Maintenant, il appartient au chef de l'État et à son équipe d'en faire un plan stratégique en priorisant les domaines. Les domaines, tout à fait. Et en se disant, mis à part la sécurité qui est maintenant une constante, c'est une constante. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Qu'est-ce qu'il faut faire après la sécurité? L'éducation à la base. L'éducation d'abord. À la base. Il faut d'abord éduquer. Tout à fait. Il faut éduquer. Un individu éduqué, il est capable de très belles performances. Mais vous ne pouvez pas demander des performances à des gens que vous n'avez pas éduqués, que vous n'avez pas formés. Donc l'éducation à la base. Ça peut être l'alphabétisation pour ceux qui n'ont pas eu la chance. Oui. On a vu des inventeurs qui n'ont pas été à l'école. Bien sûr. Voilà. Donc l'éducation à la base. C'est un plan stratégique qui tient compte des priorités, qui établit vraiment les priorités. Et en se disant que maintenant, le peuple s'est réveillé. Il s'est réveillé, donc il attend. Et un plan de communication. Donc, il faudrait un plan de communication qui explique au peuple, qu'il a été entendu, mais qu'il y a des priorités, dont notamment celle-ci et celle-là.
donner au peuple aussi la possibilité de réagir comme on a fait à travers les assises. Ouais. Une ligne verte ou une lettre qui va tomber au secrétariat de la présidence. Voilà dans mon village les problèmes que nous avons. Voilà. D'accord. Et il faudrait aussi, M. Abdoulaye, sans être très féministe, que ceux qui dirigent se disent que autant les hommes que les femmes doivent être considérés dans le développement d'un pays. Ne dites pas non, elles sont faibles. Faiblesse par rapport à quoi? Oui, d'accord. Voilà, donc il faudrait que toutes les couches, les hommes, les femmes, la jeunesse et même ceux qui sont retraités, il y a des gens qui à la retraite peuvent être aussi productifs. Bien sûr, madame. Donc pensez à tout cela. D'accord. Voilà. Mais la preuve, votre ministère, on n'a pas évoqué, le ministère de la promotion de la femme va revenir. C'est ce que les assises ont demandé. Exactement. Et qu'est-ce que vous en dites sur ce ministère de la promotion de la femme qui va revenir? Les gens, ceux qui ont demandé qu'il y ait un ministère de la femme, c'est parce qu'elles sentent, j'ai vu celles qui ont porté le projet, c'est parce qu'elles sentent que le problème des femmes n'est pas pris en compte. Alors que le problème des femmes dans une société comme la nôtre, qui est une société patrilinéaire, qui est une société d'hommes, n'est pas pris en compte. D'accord. Les droits, parfois, quand vous ne les arrachez pas vraiment, ben, on oublie vos droits ou on fait semblant de les oublier. Or, s'il y a un problème qui prend en compte cela, donc les autres n'ont pas besoin de parler, vous vous faites porte-parole de vos soeurs, de vos mamans, de vos filles, etc. Mais c'est nécessaire. Ce ministère? C'est nécessaire, oui. Une dernière question. Si jamais ce ministère revient, puisqu'on parle du genre, on peut nommer un homme ou une femme. Qu'est-ce que vous en pensez à la tête de ce ministère? Vous parlez du genre. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les gens se focalisent. Puisque les gens se focalisent pour ce ministère qu'il y a uniquement les femmes et qui peuvent l'occuper, puisqu'on a vu par le passé, pratiquement, ce ministère a été occupé par les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous parlez du genre, si ce ministère, si jamais il revient, on peut nommer un homme ou une femme? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Moi, je dirais oui, parce que le ministère a un cahier de charges. Il a un cahier de charges. Donc, que ce soit un homme ou une femme, ils seront obligés de travailler à partir d'un cahier de charges. D'accord. Voilà. Mais les associations féminines, ça m'étonnerait qu'elles voient ça comme ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce que pour elles, jamais un homme ne saura réellement quels sont les problèmes que traverse une femme. Une femme. Oui. Et dans ce cas, dans ce cas-ci, puisque vous abordez la question, on peut dresser un profil d'une femme qui peut occuper demain ce poste de ministère de la promotion de la femme, puisque vous connaissez entre vous. Quel est le type de profil aujourd'hui d'une femme qui peut occuper valablement ce ministère? Je vous pose la question. Vous savez, je pense que dans un ministère, c'est pas tant le profil du ministre, mais les techniciens qui l'entourent. D'accord, Voilà. Donc le profil, une femme engagée. Une femme engagée. Tout simplement. L'essentiel étant que dans le ministère, qu'il y ait des techniciens capables de l'aider. De l'aider, oui. D'accord, une femme engagée. Une femme engagée. D'accord. Merci, professeur Maïki. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les conclusions des assises nationales vues par les universitaires et un mot sur le rapport final qui a été remis aux autorités compétentes. Quelles sont les attentes pour cette refondation finalement? Voilà. Oui. Au risque de répéter, c'est que les deux... Non, donc on va à l'essentiel là-bas. On va à l'essentiel. Très bien. Ce qu'ils ont dit est très important. Très important. Il faut insister sur deux choses. La première des choses, c'est le professeur Rabani qui l'a dit tout à l'heure. Et on a fait un gros travail. Un très bon travail. Un très bon travail. Oui. D'accord. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. À l'occasion des assises nationales. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Comme il l'a dit, le Niger est vraiment expert spécialiste dans les réflexions, dans les idées pertinentes, voilà. Mais qui reste dans les couloirs. C'est la mise en œuvre dans les tiroirs, pardon. C'est la mise en œuvre qui pose problème. Et donc, il faut maintenant qu'on continue sur la même lancée, qu'on essaie de tenir, de garder le rythme et de vraiment aussi faire le nécessaire
pour que cette mise en œuvre... Avoir, par exemple, une institution peut-être pour le suivi et l'application des textes. Déjà, il faut décliner le document le rapport en document opérationnel, comme il l'a proposé. On est obligé de passer par là. D'accord. On est obligé de passer par là. Donc, il faut après avoir des plans stratégiques, des plans opérationnels, prioriser les actions, mettre le budget nécessaire qu'il faut pour vraiment l'argent nécessaire. Les nerfs de la guerre. C'est ça. D'accord. Voilà. Qu'il faut pour mettre en œuvre ces recommandations. D'accord. Voilà. Le deuxième point, c'est le professeur Magati qui l'a dit, elle a parlé de l'éducation. Ouais. Elle a parlé de l'éducation. Permettez-moi de citer un savant africain qui a dit que si vous voulez récolter en quelques jours, quelques mois, semer le mil. Si vous voulez récolter dans quelques années, semer des plantes. Mais si vous voulez récolter à l'infini, qu'est-ce qu'elle a dit? Éduquer des hommes. Éduquer des hommes. D'accord. Donc, tout est dit. Tout est dit. Vraiment, tout est dit. Ok. Voilà. Donc, maintenant, quant aux attentes vraiment de la refondation. Donc, je l'ai abordé à moitié quand j'ai parlé de mettre en place, de mettre les dispositifs nécessaires pour vraiment rendre opérationnel tout ce qu'on a donné comme conclusion et résolution. Et maintenant, le chef de l'État, lors de son discours de clôture des Assises nationales, a dit quelque chose. Il a dit: vous avez joué votre partition. Oui, je vais jouer la mienne. Je vais jouer la mienne sans aucune faiblesse, il a dit. Oui, tout à fait. Il a dit sans aucune faiblesse. Sans aucune faiblesse. C'est ça qu'il a dit. Donc ça donne de l'espoir. De l'espoir. Ça donne de l'espoir. Ça veut dire que tout le nécessaire va être fait. Oui, bien sûr. Pour que vraiment ce document ne reste pas dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Voilà. Donc là, vraiment, l'attente, c'est cette phrase qui donne de l'espoir. De l'espoir, vraiment, quant à la mise en œuvre effective du document. Merci. Voilà. Merci, docteur. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez... On va finir. Relativement à la question qui a été posée, les conclusions. Sur les conclusions, qu'en pensent les universitaires que vous êtes sur ces conclusions? Les conclusions du rapport des Assises nationales, les conclusions ont été vraiment à la hauteur. À la hauteur des attentes. Au début de mon propos, j'ai parlé, c'est-à-dire de quelque chose qui est quand même miraculeux. Vraiment, les conclusions ont été à la hauteur des attentes. Mais là, la question qui se pose vraiment, c'est de pouvoir les prioriser. Et voilà, dans les différents domaines de développement. En premier lieu, lorsqu'on essaie de prendre, mis à part le secteur de la sécurité, il y a quand même des domaines prioritaires qu'il faut, moi, à mon avis, sanctuariser. C'est-à-dire, il y a des domaines que, aujourd'hui, dans cette période de refondation, il y a des secteurs qu'il faut sanctuariser et que, même après la refondation, c'est-à-dire quand vraiment le Niger sera mis sur les rails et que la continuer, on ne peut pas revenir là-dessus. Ça, on a vu, le Ghana a fait l'expérience, ça vous l'avez souligné. Il faut sanctuariser des domaines. Voilà. Il faut sanctuariser des domaines. Et parmi ces domaines-là, ils l'ont dit, le secteur, donc le domaine de l'éducation et de la formation, à travers tous ces différents secteurs, à travers tous ces différents sous-secteurs, que ce soit l'éducation donc à la base et donc le niveau moyen, secondaire, supérieur, à tous les différents niveaux, ce secteur vraiment doit figurer parmi un des secteurs qu'il faut sanctuariser avec un plan, c'est-à-dire une stratégie de mise en œuvre donc à l'issue de ces assises-là. Une deuxième, donc un autre aspect quand même qui m'a beaucoup marqué dans les conclusions, c'est que on a parlé des textes. Des textes. Ils l'ont dit, le Niger fait partie, ou les Nigériens, nous sommes meilleurs en termes de réflexion, de la solution, en élaboration des textes également. Et quand on parle de textes, il n'y a pas que des textes dans les domaines financiers, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine marché public. Il y a des textes dans l'enseignement supérieur. Et ces textes de l'enseignement supérieur, permettez-moi de vous dire, les meilleurs textes qui animent l'enseignement supérieur aujourd'hui au Niger sont des textes souvent issus des phases de transition. Alors quoi de plus normal que nous sommes maintenant dans une phase de refondation. De refondation, avoir les meilleurs textes et que les balises soient mises en place pour que tout le monde doit passer
dans le respect de ces textes-là. Parce qu'il s'agit de la formation, de l'éducation. Donc c'est de l'avenir du pays, de la jeunesse qui est mise en jeu pour pouvoir former le Nigérien de demain selon les règles de l'art établies par les textes de notre pays. Vraiment, le Niger a les meilleurs textes en matière de l'enseignement supérieur. C'est vrai, avec le temps, cela doit être révisé. Je prends à titre d'exemple la loi d'orientation du système éducatif. Elle date de 1998. Elle part du préscolaire jusqu'au supérieur. Et elle nous dit ce qu'il faut faire. Et elle a été suivie par pas mal de décrets et d'arrêtés qui ont quand même qui l'ont étayé, qui fait en sorte que dans la sous-région, quand vous regardez, c'est un des meilleurs textes en matière de l'éducation et de formation que nous disposons ici au Niger. Et donc voilà, de 98 à maintenant, cette loi-là, elle est encore là, elle n'a pas été révisée. Voilà. Lorsque les conclusions des assises ont parlé de la révision ou de la refondation du système éducatif nigérien, moi je me suis senti vraiment tellement heureux pour dire que on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire d'un pays prospère sans qu'on pense à l'éducation et à la formation. Et celle-là doit disposer des textes qui balisent et qui encadrent. C'est-à-dire cet aspect-là. Donc voilà un peu... et pour les attentes? Alors pour les attentes, comme je l'ai dit, vraiment, du moment où les conclusions, donc les recommandations ont été bien ficelées, il faut vraiment les prioriser et aller vers des domaines qu'il faut sanctuariser. Et une fois les différents domaines sanctuarisés, que cela soit suivi avec un certain nombre d'indicateurs, donc des documents, donc des stratégies de mise en œuvre, des plans qui vont suivre, mais également les ressources qui les accompagnent pour que, au bout de la période de la transition, qu'on puisse dire que tel indicateur est atteint. Pour finir, un message en une phrase. Quel sera votre message en une phrase pour finir? Parce qu'on a fait quand même. Alors pour finir, en une phrase, pour finir, vraiment, aujourd'hui nous sommes dans une période où on est dans un espace confédéral. Donc les États de l'AES. Alors permettez-moi de vous dire, pour ce qui est du volet enseignement supérieur, de la recherche, le 11 février dernier, et de là, donc déjà à l'entame, comme vous l'avez vu souvent, peut-être sur les ordres des médias, bien sûr. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a mis en place un comité. Et c'est un comité national à l'image des autres comités qui ont été placés dans les autres pays de l'AES. Alors ce comité-là est chargé de réfléchir sur les différentes thématiques essentielles pour refonder et donner une nouvelle, donc des orientations communes de l'espace confédéral, afin que la formation ou le sous-secteur enseignement supérieur vraiment soit un élément, un vecteur d'intégration dans l'espace confédéral. Donc voilà ce que je peux ajouter. Nous sommes de cœur avec les autres pays de l'AES pour que nous ayons un enseignement supérieur. Merci, c'est très important. Merci beaucoup. Madame, quel sera votre message en une phrase? En une phrase? Oui, bien sûr, sur tout ce qui a été dit sur ce plateau. Très bien. En une phrase, moi, mon message serait un appel aux Nigériens au travail. Pour travailler. Toutes ces belles conclusions, toutes ces belles propositions-là, on ne va y arriver qu'à travers le travail. Le travail, ça c'est important. Qu'à travers le don de soi dans le travail. Tout à fait. À travers la culture de l'excellence. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Donc, mettons-nous au travail de façon effective et de façon sérieuse. Sérieuse, ok. Que ça soit quelque chose de concret qui ne reste pas sur les bouts de nos lèvres. Vraiment. D'accord. Voilà, c'est ça. Merci. Merci, docteur. Merci. Oui, professeur, quel sera votre message? Merci. On a vu tout le travail que l'université a bâti, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a une phrase du chef de l'État que j'ai retenue. Lorsqu'il a exhorté à la liberté de les réflexions. La liberté dans les réflexions. Il a dit, chacun doit avoir une claire conscience de ses responsabilités devant Dieu, les hommes et l'histoire. Tout à fait. Le jugement de Dieu et de l'histoire sont implacables. Et au moment où ça arrive, l'on n'a aucune volonté à peser là-dessus. D'accord. Par conséquent, j'exhorte en tout cas tous les Nigériens à méditer
sur cette réflexion du Nigérien lambda jusqu'au chef de l'État lui-même. Parce que l'épreuve est énorme. Professeur Fatima l'a dit, on a mis énormément de choses sur sa tête. En tant que, en tout cas, leader, il faut qu'il soit solide et apporter donc cet effort-là. Les Nigériens ont confiance à ce régime. Je pense de mémoire d'hommes au Niger, il n'y a aucun régime qui a eu un soutien aussi populaire. Non, ça c'est vrai. Donc, la vérité. De l'autre côté, aussi bien le chef de l'État que les membres du CNSP doivent se dire que ce n'est pas un chèque en blanc. Parce que lorsque la confiance est énorme, les attentes aussi sont énormes. Mais il faut dire aux Nigériens, vous mettez sur la tête des autorités, mais il faut que chacun assume ses responsabilités pour que nous puissions avancer. Et elle a dit, il faut nécessairement qu'on se réveille, qu'on puisse travailler et créer les conditions de la transformation sociale de notre pays. Et dans ça, les journalistes peuvent apporter beaucoup de choses en matière donc de communication. On est en train de le faire, professeur Rabani. Voilà, effectivement. On est en train de le faire. Voilà. Et ça depuis le 26. C'est ce que nous sommes en train de faire. On a projeté de faire la vulgarisation du document final une fois qu'il est adopté sur l'ensemble du pays. Tout ça pour apporter la bonne information aux populations. Qu'on sache le contenu de ce document, qu'est-ce qui a été dit, comment on peut le faire. Voilà, ça on est là-dessus. Merci, professeur Rabani. Merci beaucoup. Professeur Fatima, on finit avec vous. Quel sera votre message en une phrase? En une phrase. En une phrase, oui. Voilà. D'accord. Après tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons souligné les uns les autres, mon appel c'est envers le chef de l'État lui-même. D'accord. Donc, je demande au chef de l'État, au vu de toutes ces attentes, au vu de tout le soutien populaire dont il a fait l'objet, lui et son équipe. D'accord. De donner aux Nigériens l'opportunité de l'aider et de l'accompagner. Voilà. D'accord. J'ai fini. Vous avez fini. Merci, c'est bien dit. Merci, professeur Fatima, pour votre contribution à ce débat. Professeur Rabani, merci aussi pour votre contribution. Et je réitère, et par rapport à tout ce que l'université a fait, parce que les gens ont dit, c'est sous votre conduite qu'il y a eu ce travail de thématiques. Et sincèrement, merci, parce que c'est des thématiques aujourd'hui, on l'a vu, qui ont fortement contribué au niveau des assises. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Docteur, merci aussi pour votre contribution et ce que vous êtes en train de faire au niveau du ministère sur la recherche et l'innovation. Parce qu'on a vu, sans ça, effectivement, on ne peut pas produire quelque chose de très solide dans ce pays. Et vous êtes sur la bonne voie. Je crois que grâce au ministre de l'Enseignement supérieur, qui est aussi un scientifique, donc on comprend pourquoi les choses avancent. Voilà. Docteur, merci aussi vraiment pour votre contribution et tout ce que le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de faire. Vous avez parlé de cette loi d'orientation, que si elle était appliquée, peut-être qu'on aurait dû éviter beaucoup de choses sur le plan de l'éducation. Or, on a vu cette éducation, il faut dire la vérité, elle est par terre. Aujourd'hui, maintenant, il faut faire un gros travail pour pouvoir remettre ça sur les rails. Vraiment, c'est important. Et vous avez tous participé, on a vu, aux assises, et vous avez rendu tout ce qui a été dit au niveau de ces assises, ça fait plaisir. Les universitaires, ce n'est plus comme avant, professeur, où ils sont cachés, ils disent rien. Maintenant, les universitaires sont sortis pour faire des réflexions, ça fait plaisir, et j'espère que ça va continuer. Parce que ça, c'est le travail des intellectuels. Parce que si vous, en tant qu'intellectuel, vous ne donnez pas la voie à suivre, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut le faire. Or, avant, on comprend souvent aussi, c'est malheureusement la politique qui a tout créé. Quand le professeur Fatima dit qu'elles étaient sous menace pendant 2 ans, ce n'est pas bon. On ne peut pas intimider ou menacer les universitaires. C'est le lieu du savoir. Mais bon, heureusement que le CNSP est arrivé et que tout est en train de se mettre en route. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez développé ce soir sur ce plateau. Et en espérant, en tout cas, qu'on va se retrouver prochainement face aux d'autres thématiques, notamment ces thématiques de l'université. On va y revenir prochainement pour vraiment savoir de quoi il s'agit et sensibiliser la population. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous allons recevoir sur ce même plateau les représentants de l'Union des scolaires nigériens USN qui vont s'exprimer sur les conclusions des travaux des assises nationales pour la refondation. Ça sera dès le mardi prochain. Excellente soirée à tous. Au revoir.